nous allons prendre la suite du sujet avec Georges Romero. On a 1 heure de retard sur notre planning. Donc, c'est dire à quel point les échanges étaient intéressants pour tous. Georges, quelques notions ont été abordées précédemment parmi celles que tu avais l'intention de nous présenter. Peut-être peux-tu aller directement à celles qui n'ont pas été abordées ou rapidement, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci Mélanie, merci à tous. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. Du coup, ouais, je suis ravi de participer à cette présentation. Donc, très rapidement, je suis Georges Romero, j'ai rejoint CHAM depuis quelques mois. Et juste pour l'information générale, donc, je suis anesthésiste réanimateur aussi, j'ai quitté les blocs donc, il y a quelques mois. Et du coup, je ne pouvais pas m'empêcher d'introduire cette présentation sans faire une petite blague en disant qu'évidemment, ça incombe encore à l'anesthésiste de rattraper le retard du programme. Donc passons aux choses plus sérieuses. Du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, effectivement, on s'y retrouve complètement, donc je vais vraiment insister sur la présentation, sur la partie innovation du management des risques vu par CHAM Group Reliance, mais surtout le pourquoi aujourd'hui il est indispensable d'innover. Le plan, il se comporte en 3 parties. Et je dirais vraiment sur les idées essentielles. Revenir sur les causes des événements indésirables associés aux soins. Le conservateur en a pas mal parlé avec les notions de biais, mais c'est quand même important de revenir dessus, notamment à travers quelques études ou rapports nationaux. Et puis notre vision innovante, je dirais vraiment dans les grandes idées pour introduire la présentation suivante. Donc je reviens très rapidement sur la définition du management des risques. Pourquoi revenir sur cette définition de gestion des risques? Parce qu'on en parle beaucoup, on en parle depuis une petite trentaine d'années, 20 ans en santé dans les blocs opératoires. Et en fait, c'est comme pour les Fritz McCain, c'est plus on en parle, moins on sait de quoi on parle. En fait, pour revenir sur le sujet, juste sur les points essentiels, hein, c'est vraiment une organisation coordonnée. Donc là déjà, ça pose souvent problème dans les structures de santé, c'est souvent des organisations peu coordonnées. L'objectif, c'est d'éviter la survenue d'un accident. Ça, aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Ce qu'on comprend moins, c'est que c'est également l'objectif de diminuer les conséquences. Ce que l'on veut, c'est diminuer la fréquence des événements et leur gravité ou leur gravité. L'autre point qui n'est pas très bien compris aujourd'hui, en tout cas pas acquis, c'est qu'on veut faire de la prévention. Ça, on l'a bien compris. On ne souhaite pas que ça arrive. Mais il faut absolument travailler sur la détection des risques, identification des risques, mais également détection des dysfonctionnements qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir ensuite mettre une phase d'atténuation, c'est de faire en sorte quand l'incident se produit, de faire en sorte qu'il soit le moins grave possible, donc diminuer les conséquences. Donc ça nécessite une analyse méthodologique des sinistres, des événements indésirables. Donc ça, on commence à rentrer depuis une quinzaine d'années avec les revues de mort d'immortalité, les comités de retour expérience et autres méthodes d'analyse, où on analyse bien le contexte organisationnel et technologique. C'est quelque chose qui devient de plus en plus acquis, en tout cas dans les blocs opératoires. On peut dire qu'on a une certaine longueur d'avance. Ce qui manque un peu, c'est la notion de retour d'expérience, que ce soit au sein de ses équipes, au sein de son bloc opératoire, au sein de sa structure, de son institution, son groupement, voire en national, où là, clairement, on a encore une marge de progression majeure. Et puis d'adapter derrière un plan d'action et d'un accompagnement. Et en fait, sur cette diapo, constitue l'ensemble de notre réflexion et de notre projet d'innovation. Je vous en parlerai après avec une vue 360 degrés, on peut dire, de gestion des risques, c'est vraiment d'accompagner l'identification du risque jusqu'à l'accompagnement des actions, les établissements de santé. Donc le contexte national, international, je vais juste donner quelques chiffres à retenir. CHAM gère depuis une dizaine d'années, a géré 63 000 sinistres dans les blocs opératoires, à peu près 6 000 sinistres par an. Le bloc représente 50% des réclamations, donc voilà pourquoi on s'intéresse particulièrement au bloc. Si on est sur des données des études françaises, l'étude ENIS, étude nationale d'événements indésirables associés aux soins, très très bien connue, une étude de 2009 qui a été reproduite en 2019 avec des patients en cours de travail, qui montre qu'il y a un événement indésirable grave tous les 5 jours dans un service de 30 lits pour un service de médecine, de 25 lits pour un service de chirurgie. Toutes ces études ont abouti à la mise en place de RMM, de CREX, etc. Et pourtant, ce qui est plutôt quelque part inquiétant et qui pousse encore une fois le positionnement que doivent prendre les assureurs, les sociétés savantes et l'accompagnement des médecins en formation sur l'importance de mettre en place des actions pour améliorer les risques, améliorer la gestion des risques.
Par exemple, si on reprend la donnée d'il y a plus de 20 ans de l'Institut de médecine aux États-Unis, qui avait publié en 99, que si on juste un chiffre à retenir, hein, c'est que l'équivalent des morts, des décès évitables, totalement évitables, était l'équivalent d'environ 3 avions qui s'écrasaient tous les 2 jours. Donc on est, depuis 20 ans, conscient de cette partie-là, on a mis beaucoup de choses en place, mais quand on regarde l'évolution des sinistres, on voit qu'elle ne fait que continuer à augmenter, donc ça veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans le bon sens. Donc quelques données très rapidement. Pareil, je vous dis un problème culturel. Là, j'ai repris la publication qui a eu lieu l'année dernière sur les événements indésirables graves publiés en France, en tout cas communiqués, les fameux événements indésirables graves que l'on déclare aux agences régionales de santé. Et on voit par exemple voilà, en 2019, donc sur le rapport de fin 2020, la chirurgie comprenait 197 événements indésirables. Donc on voit encore ce manque de culture, de compréhension, etc. On pourra discuter du pourquoi, mais en tout cas on est vraiment dans une sous-déclaration et là on peut se questionner un petit peu sur ce sujet. Autre point aussi, un petit point, l'accréditation des médecins, le rapport HS qui est sorti le mois dernier, sur le rapport de 2020. Donc pareil, ce qui va être intéressant, c'est de travailler surtout sur les causes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez innovant qui est le fait de pousser les médecins à travailler en équipe, à l'accréditation en équipe. Là, on voit par exemple, c'est quelque chose qui est né depuis quelques années, alors que l'accréditation des pratiques reste une démarche volontaire des médecins. On voit qu'il y a des médecins de plus en plus impliqués. Donc très rapidement, 8499 événements indésirables associés aux soins qui sont signalés volontairement par les médecins qui sont engagés dans la démarche. Sur l'analyse des causes, la cause principale, ce sont les gestes techniques. En deuxième apparaît les informations. Pour ceux qui connaissent la méthode alarme, 7 couches d'analyse, et on voit que dans plus de 45% des cas, ce qui ressort dans ces 8499 événements, c'est des facteurs liés au patient, des tâches à accomplir, des facteurs de travail en équipe, etc. Ce qui en ressort, c'est dans un tiers des cas des problèmes de communication, dans un quart des cas des problématiques liées à l'état de santé du patient, à la moitié du cas, ça on ne peut pas y faire grand-chose. Et dans 17% et 15%, des problèmes d'organisation et de compétences de qualification. Donc ça, c'est intéressant de voir cette vision-là. Si on regarde sur des études plus nationales, on va voir en fait que la cause principale qui va en ressortir à chaque fois, ce sont les problèmes de communication, les problèmes d'organisation. Il y a aussi quelque chose qui ne ressort pas, c'est les problèmes de vérification qu'on retrouve dans beaucoup d'études. Et enfin, la problématique qui ressort avant tout, c'est le facteur humain. Là, très rapidement, je revenais sur la diapo qui avait été présentée par Mélanie tout à l'heure, juste pour revenir, on retrouve encore une fois une cause très importante sur la coordination, les problématiques de diagnostic, etc. Donc on a parlé de facteurs humains, tout à l'heure le professeur Duver vous a beaucoup parlé des biais. Donc les biais, ça c'est un des caractères particuliers du facteur humain, on en parle de plus en plus. Et ça c'est une prise de conscience qu'on doit avoir en santé. On est très très en retard, on aime beaucoup se comparer à l'aviation, à la sécurité dans le cadre de l'aviation, et on est très très en retard dans le domaine de la santé. Donc le facteur humain est apparu dans les années 90 dans le monde industriel. On a commencé à en parler au début des années 2000 en médecine, et c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut passer le cap parce que on n'en a absolument pas conscience encore. Donc juste pour illustrer, j'aime beaucoup cette photo, c'est pour illustrer le facteur humain, parce que souvent on a du mal à comprendre que notre cerveau peut nous jouer des tours, et c'est exactement ça le facteur humain. C'est ce que notre cerveau est capable de nous faire croire dans certaines situations. Le professeur Liber a décrit des exemples qui étaient vraiment démontrés, si on n'en a pas conscience. Voilà un très bon exemple, c'est quand on essaye de lire la couleur des mots, de ces mots-là, parfois notre cerveau, on voit qu'on a du mal, même si on a une consigne très très claire, on voit qu'on a du mal à le faire. Donc vous imaginez quand vous êtes en situation de stress, de fatigue, etc., à quel point notre cerveau peut nous tromper, surtout quand la prise de décision elle doit être très très rapide. Ça c'est une autre photo qui illustre parfaitement le lien entre la machine, la procédure et le facteur humain. C'est quand l'humain passe et qu'il a envie de changer, quel que soit le niveau de la technologie avec le groupe, qu'il n'a pas envie de respecter une procédure parce qu'il pense que lui, il a raison, et bien il va bloquer la porte de secours. Une photo que j'aime beaucoup ici. Et tout ça pour dire que le facteur humain est présent, c'est une étude de Air France, dans plus de 80% des causes des événements, et dans plus de la moitié des cas, l'erreur est issue par le pilote, donc par celui qui gère l'événement.
Deux leviers importants, et c'est là-dessus que notre innovation s'appuie totalement, en tout cas notre vision innovante, impactante, c'est sur deux axes. On sait aujourd'hui que pour travailler sur ces facteurs humains, il faut voir de deux façons. La première chose, c'est de diminuer les erreurs en augmentant l'organisation et en faisant appel au progrès technique. Ça, c'est fondamental. On va permettre d'avoir moins d'erreurs, l'ergonomie du travail, les organisations. La deuxième, c'est de mettre en place des systèmes très robustes, résistants à l'erreur humaine, et ça doit être par des méthodes de détection des erreurs, donc détection des dysfonctionnements, détection des risques, et puis détection des dysfonctionnements pour réagir, encore une fois, détecter, atténuer. C'est vraiment les deux leviers clés sur lesquels il faut agir aujourd'hui. C'était juste pour voir les barrières. Trois types de barrières qu'on met en place. Je vous disais, on insiste beaucoup sur la partie prévention et on la surestime. Ça, c'est vraiment un des points critiques dans la gestion des risques aujourd'hui, c'est qu'on passe trop de temps, trop d'énergie à la prévention. Et en fait, quand un dysfonctionnement arrive, on ne sait plus ni le détecter ni le récupérer et on a du mal. En santé, pourtant, on est relativement traîné à ça. C'est-à-dire qu'on va tout faire en sorte pour que, je vais prendre par exemple l'allergie au bloc opératoire au moment d'une induction d'anesthésie, sur l'antibioprophylaxie par exemple. On a toutes les règles de la gestion des risques, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour pas que ça arrive. Si jamais ça arrive, on le détecte très très vite et on doit s'entraîner pour pouvoir le récupérer, pour faire en sorte que ça ne soit pas une catastrophe. Et en fait, quand on détecte comme ça des nouvelles erreurs, il faut avoir cette stratégie de prévention, récupération et atténuation des dysfonctionnements. Là, c'était pour faire, comme on aime beaucoup faire le lien, juste pour vous dire avec l'aviation, là c'est une étude d'Air France. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a vraiment une prise de conscience de cette notion de facteur humain? En fait, c'est l'incident de 1977, c'est l'incident le plus meurtrier de l'histoire dans le monde de l'aviation. Tout simplement, c'est un pilote, le chef, qui décide de décoller, alors que la tour de contrôle lui dit de ne pas décoller, et lui, et ça c'est des choses que l'on voit malheureusement au bloc opératoire, c'est vraiment, on pense que de notre salle, l'anesthésiste, le chirurgien, peut piloter l'ensemble du bloc opératoire. Et c'est vraiment ça la notion de facteur humain. Et là, c'est un pilote qui décide de décoller, alors que la tour de contrôle lui dit de ne pas décoller, et lui dit de mon cockpit, je vois parfaitement que rien ne m'empêche de décoller, il part et il se prend un autre avion au décalage. Et c'est là où vraiment, 1977, il y a eu l'évolution du facteur humain, l'intégration des nouvelles générations d'instrumentation, etc. Et vous voyez, le facteur humain débuté début des années 80, systématisé début des années 90, vous voyez bien le travail que l'on a encore à faire aujourd'hui. Et là, depuis une dizaine d'années, il travaille surtout sur les signaux faibles, sur la compétence, et là on pourra en parler aussi avec Pierre Syntax, sur l'amélioration des compétences techniques et des compétences non techniques dans le cadre de la gestion des risques. Là, c'est quelque chose que j'aimerais lever, c'est un vrai questionnement pour moi, parce que tout à l'heure, on parlait, voilà, on aime bien aussi se comparer au pilote, quoi, ça l'a parfaitement dit, le pilote, il ne s'écrase pas, contrairement à nous quand on prend des risques. Ça, c'est un des points clés de différence. L'autre différence majeure, c'est la formation. Aujourd'hui, vous voyez, je vous ai parlé, depuis le début, il y a eu pas mal d'informations sur la partie gestion de risque, événements, responsabilité, information du patient, communication, tous ces mots sont sortis, et pourtant, aujourd'hui, on le sait, on en parle depuis 20 ans, on n'a toujours pas de formation, comment dire, standardisée, uniformisée, formalisée en France pour les médecins, quels qu'ils soient. On a un manque de formation majeure, initiale et continue, que ce soit en médecine légale, en droit du patient, en information du patient. On n'est jamais formé à comment on doit parler à un patient en dehors du parrainage, à comment ça se passe pendant nos études. En tout cas, on n'a pas de formation initiale ni continue. En communication, en travail en équipe, culture de l'erreur, culture des risques, autour d'expérience. Donc ça, c'est un vrai questionnement aussi. Et ça, c'est une position que l'on doit prendre en tant que gestionnaire des risques, en tant qu'assureur pour accompagner les établissements sur ce. Donc notre vision, maintenant, et je finirai là très rapidement, notre vision, elle consiste en quoi? En fait, je vous ai parlé de vision 360 degrés. Ce que l'on souhaite vraiment apporter, qu'on a déjà commencé, c'est vraiment d'adapter à chaque type de risque. Donc on a ciblé 3 grandes familles de risques. Des risques médicaux, qui intègrent évidemment la partie juridique, le risque cyber, ou en tout cas numérique, et le risque concernant les ressources humaines, dans le domaine de la santé. Et dans ces 3 risques, pour chaque étape de la gestion de maîtrise de risque, il y a 3 grandes étapes dans la maîtrise de risque: l'analyse, l'anticipation et la réaction. Donc, une de ces étapes-là, on va apporter 3 axes d'accompagnement, de l'évaluation à travers le benchmarking, l'analyse de la data, l'accompagnement, donc formation, des visites de risque cyber, on a parlé du conseil, encore une fois à chaque étape, et surtout de la solution technologique à travers
l'analyse, intégrant l'intelligence artificielle, l'analyse de la donnée en continu, de l'aide à la décision, pour améliorer, comme je vous l'ai dit juste avant, l'ergonomie du travail, l'organisation et la détection des dysfonctionnements. Puis améliorer le retour d'expérience. Donc chaque étape, identifier les risques pour les prioriser, les actions de prévention, de détection, et une fois que l'événement se produit, donc vous pouvez faire appel évidemment à votre assureur pour la partie accompagnement, responsabilité civile médicale, et jusqu'au retour d'expérience, et donc à chacune de ces étapes, on va apporter des solutions donc, de prévention, de détection et d'atténuation. C'est vraiment cette vision globale sur laquelle on souhaite innover, évidemment, en y intégrant la solution technologique. Donc juste pour introduire la présentation suivante, donc Cham a fait le choix, Cham Group Alliance a fait le choix vraiment d'investir dans un partenariat très fort avec des créateurs, des start-up, etc., sur des solutions technologiques. On va vous parler de Care Syntax. On travaille sur les différents risques, et pour chaque risque, risque humain, risque ressources humaines, risque médical, les dispositifs médicaux connectés, le cyber, d'apporter des solutions qui vont nous permettre de sécuriser à toutes les étapes de la maîtrise du risque. Je passe celle-là, c'est juste pour cette dernière diapo. Donc notre souhait vraiment au bloc opératoire et le lien de Care Syntax, c'est vraiment d'être sur de la captation de données, on vous en a parlé un peu, Alphonse vous en a parlé. Ça va aider au signalement des événements indésirables, à la détection pour pouvoir l'analyser à travers la vidéo, mais aussi toute la captation de la donnée du bloc opératoire, l'image, le son, les données informatisées, le scope côté anesthésie. La checklist, on en a parlé tout à l'heure, il faut absolument, il y a une intervention, il faut absolument l'améliorer. Ça a été dit, c'est une étude mondiale qui a montré que ça diminuait de moitié la mortalité. On n'a jamais réussi, depuis bientôt plus de 10 ans en France, on n'a jamais réussi à reproduire cet impact de la checklist, donc clairement c'est qu'on ne l'a pas comprise. Elle n'est pas bien appliquée, il faut l'améliorer, c'est un point clé. Améliorer le programme opératoire à travers les organisations. Sur le facteur humain, améliorer le travail en équipe, la communication, la culture d'apprentissage par les erreurs. Bon, sur les ressources humaines, c'est un point clé dans les blocs opératoires. Il y a eu une question aussi tout à l'heure sur les e-buds, etc. Un point clé de sécurisation, c'est le turnover. Dans les blocs, c'est vraiment fondamental. La fidélisation des professionnels. Et enfin, les pratiques chirurgicales, l'amélioration des pratiques, l'enseignement, la recherche, à travers notamment, on va peut-être en parler juste après, sur les pratiques délibérées, l'apprentissage un peu en regard des sportifs, l'apprentissage par l'image. Et l'intégration de tableaux de bord dynamiques au bloc opératoire. Et j'ai terminé. Je vais aller un peu vite, je parle vite, mais indispensable de rattraper un petit peu. Merci beaucoup de ce tour. Merci beaucoup de ce tour très complet. Je retiens l'absence de sensibilisation de la plupart des collègues, quel que soit leur âge, aux questions de prévention, aux questions de prise de risque. Se souligne d'une part l'importance de développer ces sensibilisations à l'université, chez les jeunes, et d'autre part et surtout l'importance des réunions de formation initiale et formation continue que l'Académie fait en partenariat avec les différentes institutions qui s'intéressent à la prévention des complications. Merci beaucoup, monsieur. On a une question dans la salle. Merci Monsieur le Président, merci de me laisser l'opportunité de poser cette question. On a parlé au cours de... Enfin, vous avez évoqué le rapport humain, le facteur humain et également la façon de combler ces problèmes humains par une systématisation technique par l'intelligence artificielle, le deep learning. Alors, il y a également un parallélisme entre l'aviation et la chirurgie. Vous vous souvenez sans doute, ça m'a évoqué l'accident du vol US Airways 1549. Vous vous souvenez cet avion aux États-Unis qui a atterri sur Luxor. Et donc, en l'occurrence, tous les calculs, le pilote en l'occurrence avait sauvé les passagers par son initiative personnelle qui allait à l'encontre donc des calculs mathématiques qui étaient faits dans lesquels
il était indiqué que l'avion pouvait se poser techniquement et en calculant le temps de parcours qui pouvait se poser sur un aéroport, et le pilote a décidé de poser son avion sur l'Hudson. Il a sauvé ainsi tout le personnel, tous les passagers. Alors la question c'est la suivante, c'est que le facteur humain en chirurgie sera toujours un facteur humain, et donc c'est un élément qui semble avoir été un petit peu sous-évalué à travers cette recherche technologique de supprimer justement tout ce facteur humain par ce deep learning, intelligence artificielle, etc. À mon avis, il faut le maintenir quand même, il faut le garder quand même comme un paramètre malheureusement, je dirais, incompressible. Merci. Les prévisions mathématiques n'ont de valeur que si le point de départ est solide et fondé. C'est exactement la même question que pour prévoir le taux d'infection dans les semaines qui viennent dû au virus dont nous subissons l'épidémie. C'est pour ça que vous avez tout à fait raison, et à l'Académie nous sommes extrêmement sensibles. Il ne faut pas se fourvoyer dans des méthodes purement mathématiques de prise à la décision. Il faut laisser au facteur humain toute sa liberté. Ça, nous pensons que c'est très important. Oui, donc juste pour répondre, parce que là c'est une réflexion très très importante que vous venez de faire, c'est effectivement toujours tenir compte du facteur humain. Il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement il est indispensable d'améliorer la technologie pour l'organisation, etc., au service de l'humain. Ça c'est un des points clés, et de toujours dire qu'il y aura toujours la situation que l'on n'aura pas prévue. Et pour répondre à cette question et au retour de cet événement, effectivement de la baie de Hudson, dont je pense que beaucoup de monde se souvient, c'est le retour d'expérience, qui est un des points clés aussi. Sur ce retour d'expérience, qu'est-ce qu'on a fait la sécurité, l'aviation civile? C'est justement, je veux dire, dans les 10 dernières années, c'est ce qu'on appelle la compétence, et là elle est humaine, la compétence, et les signaux faibles. Donc ils appellent ça la conscience de la situation. Donc c'est-à-dire que quand une machine vous dit un truc qui ne va pas, pour lutter contre les biais, c'est-à-dire de tunnelisation, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la machine peut nous induire un biais de tunnelisation et on va droit dans le mur, c'est tout simplement de partager cette conscience en disant est-ce que je suis le seul à croire que l'on va droit dans le mur. Et d'ailleurs, je vous invite, il y a un webinaire sur le facteur humain par la Safety Academy qui a lieu dans quelques jours, sur l'application de cette compréhension du facteur humain dans la sécurisation de la montagne. Et j'en reviens à une question de tout à l'heure qui a été dit aussi sur la notion de no-go, pour qu'on puisse ne pas y aller, et pour éviter les effets de tunnelisation et de dire ben, j'y vais pas ou je ne suis pas ce que la machine me dit, ben, c'est de partager à plusieurs, à des points critiques, à des points clés, en disant est-ce qu'on est OK. Et par exemple, dans l'équipe de haute montagne, pour situer ça, c'est que maintenant, pour éviter les incidents, parce qu'on s'est rendu compte que plus le niveau d'expertise était élevé, c'est-à-dire plus le niveau de qualité humaine était élevé, et plus il y avait de morts en montagne. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de partage de la conscience de la situation, et à des temps clés, toute l'équipe partage, on commence par le moins expérimenté en disant est-ce qu'on est OK pour aller passer ce niveau, ce passage qui est dangereux, est-ce qu'on est OK. Et ça permettait de valider des go et no-go. C'est tout le principe de la checklist, et ça peut être tout le principe aussi dans une situation dont je ne le sens pas, conscience de la situation, il y a un truc qui ne va pas, de partager avec le reste de l'équipe, hein, c'est toute la prise de conscience que l'on doit avoir de travailler en équipe et d'accepter que quelqu'un dise bah, je le sens, il y a un truc qui ne va pas, je ne le sens pas, est-ce que je suis seul ou, voilà. Donc c'est pour revenir, mais effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette photo de la porte bloquée. C'est qu'on peut mettre toute la technologie qu'on veut, il y a l'humain qui est là, il faut en tenir compte. Le tout, c'est de diminuer les erreurs et d'améliorer la détection des erreurs. C'est vraiment les deux points clés. Jacques Benguigui, puis Richard Bureau. Je voudrais revenir sur le problème de cet accident de l'avion qui a améri. Je vous invite à écouter les dialogues entre le pilote et les différents tours de la sobriété des dialogues, les questions qui sont posées immédiatement. Ça ne se verrait jamais dans un truc. J'ai tel problème. En France, on dirait toujours ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a immédiatement, je trouve que ça, je le prenais d'ailleurs comme modèle pour les discussions au bloc opératoire. Tout ça pour faire une digression. Non, la deuxième question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez changé
votre mode de sélection des médecins conseils. Alors là, Parce que le facteur humain, c'est important, non? Sur la défense et la spécialisation, la façon de la faire, comment vous choisissez, comment vous choisissez vos médecins conseils? alors, mon médecin conseil sur le plan... Là, Micro. Oui, c'est bon, plus fort. vous m'entendez, je réfléchis comment répondre à cette question. Alors, Je tiens. en fait, le facteur humain, il est là pour faire survenir les accidents. La difficulté qu'il y a, pour répondre directement à votre question, n'a pas changé pour l'instant les modalités de sélection de médecins conseils, qui sont déjà en place depuis 5 à 6 ans. C'est-à-dire que c'est un choix collégial d'intégration, avec des gens qui nous contactent parce qu'ils sont intéressés pour travailler avec nous en tant que médecin conseil. Et ils peuvent être recommandés par des médecins qui sont effectivement déjà dans le réseau, mais pas forcément. Nous, on analyse leur expérience, leurs compétences, et s'ils n'ont aucune compétence médico-légale, on les adresse à quelqu'un du réseau qu'on connaît bien, en qui on a confiance, pour qu'ils montent en compétences. Donc ça, c'est le mode de sélection qu'on a mis en place depuis 5 ans. Ça marche très bien. Après, est-ce que ça répond à votre question sur le facteur humain ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, le problème, c'est que là-dedans, ce qui se positionne sur la réalité de la faute, ce sont les experts. Et les experts, eux, s'ils n'intègrent pas la réflexion du facteur humain et que ce point angulaire de la survenue de l'accident est fondamental dans la discussion du partage de responsabilité, alors le médecin conseil ne peut pas faire grand-chose. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question sur ce plan-là, mais pour le coup, on a tous besoin d'avancer ensemble pour intégrer ce point charnière dans la discussion à toutes les étapes. Et là, pour le coup, ça n'intervient pas encore beaucoup en responsabilité médicale. Ça intervient dans le management des risques, mais en responsabilité médicale, c'est un point très subsidiaire de la discussion. Oui, très brièvement, je voudrais féliciter les 2 derniers orateurs, mais je pense qu'ils ont exactement résumé la même chose. L'un sur le problème de l'événement péropératoire et chirurgical, et je veux juste rappeler à notre ami Vibert qu'il y a quand même l'équipe aussi, il n'y a pas que, il y a l'équipe de Strasbourg, en particulier Padoue, qui fait un travail absolument remarquable sur les tours de contrôle et les boîtes noires. Ça, c'était ma première remarque. Et sinon, je voudrais dire finalement, quand on réduit les risques, et la checklist l'a fait, on arrive, on le voit bien déjà dans les courbes de l'aviation, à une asymptote. Et plus on va devoir les réduire, plus ça va être difficile. Et c'est là où arrive le facteur humain. Et il y a une chose qui est importante et dont j'ai jamais entendu parler, et c'est bien le problème des chirurgiens un peu mégalomaniaques, c'est l'autocritique. Puisque finalement, on peut dire que... Moi j'aime bien cette phrase d'Oscar Wilde que j'avais mise dans un éditorial que j'avais fait pour le journal de chirurgie, c'est finalement l'expérience, c'est le nom que donne chacun à ses erreurs. Donc c'est-à-dire que là on en arrive à l'accréditation et le fait que les chirurgiens, plus ils sont expérimentés, c'est le cas de Hudson, plus ils auront d'expérience, plus ils ont fait, plus vous aurez mis de lac dans une pince, plus jamais vous le ferez. Et donc je crois que le problème, et ça c'est très très difficile, c'est cette autocritique péropératoire, et là je rejoins Vibert, mais je pense quand même qu'il y a des moments où on doit être capable soi-même de se regarder. Et c'est très très difficile, mais il ne faut pas oublier ça. Regarde-toi toi-même, c'est dans même de Socrate, c'est pas de moi, c'est très ancien. Donc il y a quand même les deux, et je pense que le facteur humain reste, et qu'on arrivera à une tangentielle où à un moment on ne pourra pas. Et je invite également dans ce cas à lire, Éric Vibert, à lire le livre absolument remarquable de Laurent de Gosse sur l'éloge de l'erreur. Je vous rappelle que l'évolution génétique, ce sont que des erreurs génétiques qui font progresser l'humanité. Donc il faut qu'on soit extrêmement réservé. Bien évidemment, il faut qu'on lutte contre l'erreur. Bien évidemment, on va pas tuer les malades. Bien évidemment, on va diminuer les risques. Mais il y a un moment, on arrive à une courbe asymptotique où on ne saura pas comment finir. Et là, j'aimerais bien attendre quelques années pour voir les résultats. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.